François Streff, je suis architecte de formation et chargé de mission écomatériaux et éco-construction au sein du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Je travaille sur les écomatériaux, mais historiquement, ma mission de base au parc était de travailler sur la construction en terre, et la construction en bauge en particulier, qui est une des techniques constructives emblématiques du territoire du parc, avec la construction en pierre sur certains bassins et puis la reconstruction des années 50 liée au conflit mondial, deuxième conflit mondial, donc avec pas mal de destruction sur le territoire. Donc, voilà, trois grandes techniques ou trois grandes familles constructives qui sont très présentes sur le parc. Donc mon rôle au sein du parc a d'abord concerné le patrimoine bâti en terre. Et donc j'ai été principalement recruté pour la sauvegarde de ce patrimoine. Donc sauvegarde à la fois des bâtiments via des aides financières que le parc apporte. Et donc j'apporte un conseil technique aux propriétaires, un conseil technique et une aide également aux entreprises qui vont faire ces travaux de rénovation. Et cette mission a évolué ces 10 dernières années plus vers l'éco-construction. Et comment les ressources du territoire en fait, peuvent permettre de construire un petit peu différemment aujourd'hui, notamment dans le contexte du réchauffement climatique et des besoins de limiter les émissions de CO2, les consommations d'énergie dans le secteur du bâtiment. Donc on est sur un territoire de marais ici, donc avec finalement assez peu de ressources en bois. Des bois qui, vous le voyez avec le vent qu'on a aujourd'hui, les bois poussent de manière assez tord, donc pas forcément des bois d'œuvre faciles à utiliser. Les ressources en pierre sont assez variables suivant les secteurs sur lesquels on est. Là, on est en plein cœur de marais, la ressource en pierre est quasi inexistante. Par contre, on a de la terre à profusion, donc c'est un des matériaux ou une des ressources qui a été utilisée par le passé abondamment pour construire les fermes, les exploitations agricoles. Et donc cette ressource-là constitue aujourd'hui quelque chose d'intéressant à réexploiter, à réinterpréter pour construire le neuf dont on peut avoir besoin. Les ressources minérales sont abondantes, notamment la terre que j'ai évoquée, mais on a aussi tout un tas de ressources végétales, pas les arbres bien sûr, mais les joncs, les roseaux qui poussent dans les marais. Ce sont des matériaux, des végétaux qu'on a pu utiliser par le passé, qui sont plus exploités aujourd'hui et qui pourraient constituer une matière première valorisable dans la construction contemporaine. Il n'y a pas une particularité forte, hormis le système constructif qui est celui très présent en tout cas de la bauge. Certaines communes, c'est 80% du patrimoine construit en bauge. Donc c'est une caractéristique de matériaux. Après, le patrimoine lui-même est une source d'inspiration, mais ce n'est pas forcément quelque chose de spécifique au territoire du parc. C'est l'intelligence de la prise en compte de l'environnement pour construire de manière à optimiser en fait les apports gratuits que l'on a. Donc en lisant le patrimoine, on lit une forme de conception bioclimatique avant l'heure, des façades qui vont être exposées au sud pour bénéficier de l'éclairage maximum, des façades nord qui sont très peu percées pour éviter les déperditions. Ça, c'est des choses qui existent dans le patrimoine bâti. C'est un bon sens qu'avaient nos anciens et un bon sens qu'on a perdu aujourd'hui. Donc il serait intéressant de retrouver donc cette relecture du patrimoine, elle peut être intéressante de ce point de vue-là. Et après, ce qui est intéressant aussi dans le patrimoine, c'est souvent le lien étroit en fait, entre le territoire, la géologie, les hommes bien sûr, mais ce territoire, ce terroir se retrouve et fait lien, fait corps avec le bâti et le patrimoine bâti. Donc cette proximité-là me semble intéressante. On l'a peut-être un peu trop perdue avec aujourd'hui les matériaux contemporains qui viennent un peu des quatre coins du monde, des quatre coins de la France et qui contribuent peut-être aussi à une forme de perte d'identité des territoires. Donc se réapproprier les ressources locales, se réapproprier les éléments de l'environnement au sens bioclimatique local,
peut être une manière de recréer un lien entre le territoire et l'habitat. On est à la ferme dite du Bacquenais, donc historiquement c'est un des bâtiments les plus anciens du parc, c'est un manoir du XVIe qui appartient au conseil départemental de la Manche et qui l'a mis en fait à disposition du parc pour créer un centre de formation, un chantier école en fait, qui nous permet de former les entreprises à la restauration, mais aussi à la construction neuve écologique. Donc on accueille régulièrement là, des gens en formation, ou des particuliers ou des futurs professionnels qui viennent se former aux techniques d'éco-construction ou aux techniques d'utilisation de la terre crue en construction. Donc c'est aussi un lieu qui nous sert un peu d'expérimentation. Donc on a notamment réalisé ici le premier prototype avec la technique Cobb-Bauge. Donc on l'a réalisé sur ce site-là, qu'on utilise depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années. Les caractéristiques de la Bauge, c'est que c'est un principe de mise en œuvre d'une terre dite à l'état plastique, donc assez chargée en eau pour avoir un mélange malaxable, malléable, assez souvent chargé en fibres végétales et qui va être monté par empilement de manière à réaliser un mur massif et porteur. La plupart du temps sans coffrage. Donc c'est un distinguo assez important à faire par rapport au pisé, qui est plutôt une technique dite de terre humide, donc très peu d'eau dans le mélange, et qui va être compacté par petits lits successifs dans un coffrage. Donc c'est vraiment la différence fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'état hydrique, c'est donc la teneur en eau. Alors ce qui fait qu'assez souvent la Bauge et le pisé ont pu être confondus par le passé, c'est que la Bauge elle est montée par ce qu'on appelle une levée, qui fait 50, 60, en moyenne 50-60 cm de hauteur, qui est une première étape qu'on va laisser sécher quelques semaines avant de remonter une couche suivante. Et donc ça dessine des lits horizontaux qu'on a souvent confondus en fait avec la hauteur d'une banchée de pisé, donc la hauteur du coffrage du pisé. Par le passé, la Bauge est probablement avec le torchis une des techniques les plus anciennes qu'on trouve en France, enfin sur les territoires français. Il y a notamment pas mal de fouilles archéologiques qui ont été faites dans le sud de la France, autour de Montpellier, qui attestent de traces d'époque gauloise de l'utilisation de la Bauge. Nous en Normandie, on a pas mal de traces aussi du torchis d'époque gauloise également. Le pisé, lui, arrive beaucoup plus tard, à l'époque des conquêtes romaines, et donc arrive par l'Afrique du Nord et remonte dans la vallée du Rhône, et finalement reste assez vite cantonné au haut de la vallée du Rhône, principalement, je pense, pour des raisons climatiques. Le pisé nécessite très peu d'humidité pour être mis en œuvre. On est plutôt dans le nord-ouest ici, des régions plutôt pluvieuses, où là il est assez compliqué de faire du pisé. Et la Bauge, qui est un mélange assez chargé en eau finalement, n'est pas si sensible que ça à la question de l'humidité pendant la phase de construction. Donc c'est probablement ce qui explique que petit à petit la Bauge s'est reculée vers son usage en fait, s'est concentré plutôt dans le nord-ouest, et qu'on a privilégié plutôt le pisé dans le sud de la France. Mais on trouve donc sur le plan géographique, aujourd'hui on trouve de la Bauge depuis le Nord-Pas-de-Calais jusque dans le Gers. Donc des traces qui sont pour les plus anciennes du XVIe. On trouve quelques traces archéologiques médiévales dans le sud-ouest, autour de Carcassonne, mais les bâtiments encore en place, complètement, globalement construits en Bauge, c'est effectivement tout l'arc ouest de la France, avec deux gros bassins très fortement identifiés, le bassin rennais et le bassin normand, et en particulier la Manche, où on a des concentrations de plus de 80% du patrimoine bâti dans certains villages construits en Bauge. Alors la Bauge a pas mal de qualités hygrothermiques intéressantes. Donc on est sur un mélange qui est assez chargé en eau,
et en fibre végétale lors de la mise en œuvre, ce qui en fait un matériau qui est moins dense que le pisé. Et comme pour le pisé ou toutes les autres techniques de construction en terre crue, c'est un matériau qui a une bonne inertie et une bonne capacité à la régulation hygrothermique du fait de la présence des argiles dans la terre qui font le liant de la terre, hein, qui permettent aux grains de tenir, mais qui sont aussi les particules qui ont la capacité de stocker l'humidité, donc d'en faire des habitats qui vont avoir tendance à être entre guillemets plus sec en hiver en captant l'humidité intérieure, donc en donnant une sensation de confort quand bien même l'intérieur est peu chauffé. Et en été, des matériaux qui vont relarguer l'humidité stockée en hiver et donc qui vont avoir tendance à rafraîchir les intérieurs, donc à les rendre plus supportables en période de forte chaleur. Ce qui en fait un intérêt aujourd'hui pour réutiliser ces matériaux-là dans la construction neuve. En plus, dans un contexte de réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus à gérer des périodes de canicule estivales, même en Normandie. Donc cette question de l'inertie thermique, du confort intérieur d'été, peut être gérée de manière assez intéressante avec ce type de matériaux-là. Donc on a tout intérêt à remettre ce matériau au goût du jour dans la construction neuve notamment. Donc le projet COP-Bauge, en fait, ça part justement du constat que ces techniques traditionnelles ont des propriétés que tout le monde connaît, répète, sur la régulation hygrométrique, l'inertie thermique. On sait que c'est un matériau peu énergivore pour le préparer et le mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, quand on veut construire en Bauge, c'est extrêmement compliqué de passer les réglementations, et notamment la réglementation thermique, sans avoir à recourir à une isolation rapportée sur les murs existants. Donc un premier constat, c'est celui-là, c'est que sur le plan réglementaire, aujourd'hui, c'est compliqué. L'autre constat, c'est qu'effectivement, c'est une technique qui demande beaucoup de main-d'œuvre, qui sollicite beaucoup. Donc comment est-ce qu'on arrive à améliorer cette technique pour la rendre à la fois compatible avec les réglementations thermiques, et comment améliorer le processus de mise en œuvre pour que ce soit plus facile pour les entreprises, éventuellement plus rapide, et peut-être plus économique. Donc ça, c'est les deux axes en fait de réflexion qu'on s'est posé à trois partenaires au départ, l'université de Plymouth avec Steve Goodyew, l'école d'ingénieurs de Caen, Builders avec Mohamed Boutouil, le directeur du laboratoire, et moi-même au sein du parc. Donc on travaillait déjà ensemble sur différents projets séparément, mais on s'est retrouvés à trois pour dessiner les contours du projet COP-Bauge. Donc cette idée de rendre la Bauge compatible avec les réglementations thermiques anglaises et françaises et améliorer le processus de mise en œuvre pour le rendre plus rapide, plus facile pour les entreprises. Donc là on est sur un échantillon de mur COP-Bauge. Ouais. Donc on a, donc comme je vous l'expliquais, on essaye de monter en même temps un mur porteur et un mur isolant. D'où les différences de matière que l'on a ici. Donc cette partie-là du mur, c'est de la Bauge finalement assez traditionnelle, mais qui est mis en œuvre coffré. Donc c'est plus un empilement à la fourche comme dans la technique traditionnelle. On a un coffrage qui est ici, celui qu'on aperçoit là derrière nous, et qui va nous permettre de mettre d'abord une couche de Bauge sur une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Et ensuite, on va remplir le vide ici avec le mélange de terre allégée, donc qui est là composé d'une terre extrêmement argileuse, mais en très faible quantité, avec par contre beaucoup de fibres végétales, et là en l'occurrence de la chènevotte, donc le bois issu de la séparation de la fibre du chanvre. Donc une fois qu'on a extrait la fibre, on récupère cette sorte de copeau de bois qui est l'intérieur de la tige du chanvre. Et donc mélangé avec un peu de terre très liquide, de terre argileuse très liquide, on vient compacter de manière assez soft ce mélange, qui va nous donner en fait toute la partie isolante du mur. Donc cette partie-là, on va la mettre plutôt à l'extérieur, pour éviter en fait la transmission de la chaleur vers l'extérieur. Et on va garder toute la partie massive, dense, lourde à l'intérieur, ce qui va nous permettre d'avoir de l'inertie thermique dans le bâtiment, ce qui est notamment une propriété assez intéressante pour le confort d'été cette fois-ci.
Dans l'interaction que vous avez avec les techniques anglaises, quelles sont la nature des apports? Est-ce que vous avez pris pas mal de choses de leur manière de faire et inversement? Ou comment ça se passe? Vous échangez autour de workshops? En fait, il y a beaucoup d'échanges qui se font dans ces milieux-là, finalement. Moi, j'ai appris les techniques de malaxage de terre avec une pelle mécanique en Angleterre. Parce que un maçon anglais travaille comme ça et met en œuvre sa bauge traditionnelle directement avec la pelle mécanique. Alors que nous, on avait ici plutôt une pratique de mélanger la bauge avec un malaxeur planétaire, éventuellement qui était éloigné du chantier, et on ramenait le matériau prêt à l'emploi sur le chantier. Donc là, l'utilisation d'une pelle mécanique sur chantier, c'est un apprentissage en Angleterre qu'on a réinterprété. Les banches grillagées, par contre, nous, on les avait expérimentées ici, les Anglais ne les avaient jamais expérimentées. Donc la technique de coffrage, on l'a importée en Angleterre. Donc voilà, c'est pas mal d'échanges qui se font comme ça. À partir aussi des variantes traditionnelles, l'idée de travailler avec la pelle mécanique, de déposer le mélange directement sur la terre, c'est étroitement lié au fait que les Anglais travaillent par lits successives et marchent en permanence sur ce qu'ils posent, alors que nous, on travaille sur l'élévation directement de notre levée de bauge et on ne marche quasiment jamais sur ce qu'on pose. On marche sur le sec des levées précédentes, mais on ne marche pas sur le mou qu'on vient de poser. Donc ça nous a bloqué mentalement, ça nous a bloqué pas mal de temps sur l'idée de mécaniser le mélange et de venir déposer le mélange directement sur le mur. Donc les influences, elles sont assez riches comme ça. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce croisement entre les pratiques traditionnelles et la manière dont on peut les réinterpréter finalement, de la manière dont ça peut faire sauter certains verrous pour réadapter et moderniser les principes de mise en œuvre. Ça, vous l'avez construit quand, ce pavillon? Donc ce pavillon-là, on a commencé à le construire en fin 2019. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un bâtiment qui nous serve de jouet, de test pour les mesures, en fait. Donc on a un petit espace, hein, ça fait juste 13 mètres carrés avec une mezzanine qui n'a pas de fonction particulière. C'était juste pour nous l'occasion de tester des murs R+1. Mais par contre, c'est un bâtiment qui est truffé de sondes, donc qui nous permettent de mesurer les fluctuations de température à l'intérieur du bâtiment et à l'intérieur des murs, qui nous permettent d'évaluer aussi les transferts d'humidité à l'intérieur des murs. On a des sondes également qui nous permettent de mesurer le confort intérieur, la qualité de l'air intérieur. Donc voilà, c'est plus un objet, une boîte qu'on va utiliser, soumettre à des conditions climatiques un peu différentes. On est équipé d'un chauffage électrique qui nous permet du coup d'alterner des périodes de chauffe ou d'extinction du chauffage pour voir comment les murs réagissent en fonction de ces sollicitations différentes. Ce qui reste fondamental et problématique dans la bauge par rapport aux autres techniques de terre, et notamment de terre porteuse et notamment le pisé, c'est la question du séchage. Et donc s'il y a là un axe de recherche sur lequel on doit plancher aujourd'hui, c'est effectivement comment faire en sorte que la bauge prenne moins de temps à sécher et permettre finalement de rentrer dans les murs plus rapidement. Aujourd'hui, la bauge est moins chère que le pisé, est facturée moins cher que le pisé par les entreprises, même la bauge traditionnelle. Donc avec la bauge optimisée, on arriverait encore à baisser un petit peu les coûts par l'utilisation des coffrages. Mais la question problématique, c'est le temps de séchage avant de pouvoir mettre en charge la charpente, avant de pouvoir faire les finitions. Ça, ce séchage-là reste long et problématique. Donc on arrive, il y a eu des expérimentations de fait pour optimiser la teneur en eau pour avoir un mélange qui soit suffisamment ferme
pour être mis en œuvre plus rapidement, pour du coup obtenir une capacité de portance plus rapide. Donc on est du coup là à la marge entre, ou à la frontière entre pisé, et c'est un pisé mou fibré, ou une bauge ferme compactée comme le pisé. Donc ça, c'est une des pistes qui sont explorées. La question de la préfabrication aussi est pas mal explorée. Il y a pas mal d'expérimentations qui sont faites. Préfabrication en atelier mis en œuvre sur chantier, préfabrication sur chantier mis en œuvre directement sur chantier. Donc il y a des choses qui sont en cours d'étude aujourd'hui. Et puis peut-être se poser la question de comment augmenter la vitesse de séchage de la bauge. Donc là, il y a pas mal de petites expérimentations à faire sur peut-être de la circulation d'eau chaude ou de la circulation d'air au cœur des murs pour accélérer ces processus. Je vois de la terre partout. Non, je pense qu'il y a réellement une place à gagner dans l'ensemble des matériaux et des techniques constructives. Donc pour moi, ce matériau-là, sans forcément entrer intégralement et uniquement dans un mode constructif, peut être une alternative aux côtés d'autres dispositifs constructifs. Construire en paille, on va manquer un peu d'inertie, ramener un peu de la terre sous forme d'enduit, sous forme de cloison, de murs bauges porteurs intérieurs, de murs pisés. C'est un moyen de répondre à cette problématique-là. C'est la même chose pour les maisons ossature bois. Donc il y a réellement une place que ce matériau terre-là peut prendre dans la construction et qui peut permettre aussi d'absorber le surcoût ou de le noyer dans un ensemble où chaque matériau est utilisé aussi pour ses caractéristiques propres et ce qu'il peut apporter en termes de confort à l'intérieur de l'habitat.